Voici à la une. Mardi 3 mars, à mes côtés, Marie-Michel Bordua. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Jean-François Paradis. Bonjour Jean-François. Bonjour. Êtes-vous jaloux de la Colombie-Britannique? Oui, je pensais à ça, oui. Oui. Justement, je Oui pensais à ça. et non, Oui et non, ça, Véronique? non? parce qu'ils adoptent l'heure d'été. Oui. Et moi, je pense que j'aurais adopté l'heure normale. Vous voyez, Véro, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on ne sait pas quelle heure adopter. Là, Véronique pense comme la Société canadienne du sommeil, Voilà. comme le Ouais, professeur Joseph de Coninck de l'Université d'Ottawa. Eux disent, on devrait rester à l'heure normale toute l'année. C'est une Voilà. question d'ensoleillement. Hein? La nouvelle politique n'est pas bonne pour la santé, selon le professeur de Coninck, puisque les effets bénéfiques de la lumière se font ressentir le matin plutôt que le soir. Le problème le plus sérieux, c'est pour les enfants qui doivent se lever tôt en hiver à la noirceur, arriver à l'école à la noirceur, n'ont pas eu de lumière. Avez-vous hâte, vous, Marie-Michel, au changement d'heure? Ben, comme tout le monde. Comme tout l'heure. Ben, c'est ça. Je pense que le changement d'heure à l'automne, au printemps, les gens trouvent ça un peu lourd, mais... bon, Ouais, mais c'est de savoir, c'est est-ce parce qu'on que- prend l'heure avancée? J'ai ou pas? entendu des avis Oui. contraires. Si on ne Il y a change plus. Oui. Des pour et des contre dans les deux cas. Dans les deux cas, Ouais. mais on est des bébites estivales ici, Ouais, ouais, disons-le ouais. comme ça. Les Oui. gens aiment la clarté en fin de journée, tard. C'est aiment, peut-être ça. Hein? c'est peut-être ça le problème. Mais Ouais. bon, D'accord. ça peut aussi ne pas être un problème. C'est une question de goût aussi, peut-être. Ah, peut-être. Hein? Aurélie Girard va se joindre à nous un peu plus tard ce matin pour nous en dire davantage sur ce front qui s'ouvre de plus en plus clairement au Liban entre Israël et le Hezbollah, ce groupe chiite armé qui est allié de l'Iran. Remarquez qu'Israël nie qu'il y ait des soldats au sol. Il dit, nous, on n'est pas dans une opération terrestre, mais elle va nous expliquer ça. Marie-Michel, Sting annonce de nouvelles dates de spectacles au Canada. Oui, des ajouts en Amérique du Nord et on est bien content parce qu'il y aura des arrêts au Canada, de nouveaux arrêts à Vancouver, à Montréal aussi. Ça se fera au mois d'octobre et puis à Montréal, il va retourner sur une scène où ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas mis les pieds. Je vous donnerai les détails de tout ça. Merci beaucoup, j'ai bien hâte d'en savoir plus. Véronique, nous sommes en pleine éclipse de lune. Oui, éclipse de lune ce matin. On est dans la phase partielle qui est commencée depuis 4h50. En ce moment, on s'en va tranquillement vers l'éclipse totale, 6h04 pour environ une durée d'une trentaine de minutes. Là, on va voir, en fait, là, c'est vraiment l'ombre de la Terre qui va couvrir complètement la Lune et la Lune va prendre cette teinte rouille orangée un peu. Donc ça donne un spectacle quand même agréable à regarder. Ça se passe en ce moment et c'est visible en fait à peu près partout. Au Québec, toutefois, la Basse-Côte-Nord, péninsule gaspésienne, les îles de la Madeleine, on ne se rendra pas à la phase totale. Donc, ça va demeurer partiel de ce côté-là. Mais ailleurs, oui, sachez-le, 6h04, l'apogée du spectacle pour environ une trentaine de minutes. Et en toute fin de prestation, si je peux dire, on va avoir un phénomène qui s'appelle un sélénélion. Ça, qu'est-ce que ça veut Sélénélion? dire? Oui, ça veut dire que pendant 2 minutes, environ 6h28, on verra le Soleil à une extrémité et la Lune à l'autre. Vous allez avoir les deux astres en même temps à la fin du spectacle. Donc, si jamais vous êtes à l'écoute et que vous tendez les yeux vers le ciel ce matin, sachez qu'en toute fin, 6h28, 6h30 ce matin, ce sera possible de voir et le Soleil se lever et la Lune se coucher en même temps. Bon. Et est-ce que ce sera vraiment possible? Parce qu'il y a quelques nuages qui traînent ici et là, Ouais. mais je pense que pour l'instant, c'est assez favorable, du moins pour les régions sud et centre. Là, on y va avec une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui et les températures qui seront à la hausse. Vous voyez, moins 10 ce matin, un petit peu moins agressant qu'hier, moins 10 à Montréal, mais il y a encore du moins 15, un petit peu en dessous aussi pour plusieurs secteurs du sud. Là, il y a des moins 20 vers la Gaspésie, moins 26 sur la Côte-Nord en ce moment. Donc, matin froid, mais tendance à la hausse. Les températures reviennent près du point de congélation aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait un petit peu plus de nuages cet après-midi. Partiellement nuageux la nuit prochaine, autour de moins 5, moins 9 degrés. Et demain, sous un ciel variable, 4 à 6 degrés. On passe en régime positif. Et on est, en fait, la vallée du Saint-Laurent est entre deux systèmes. Parce qu'aujourd'hui, pour les régions plus au nord, entre autres l'Abitibi, on ira chercher un peu de neige, 5 cm environ. Vers le Saguenay-le-Lac-Saint-Jean aussi, à peu près 2 cm. Ça commence tranquillement ce matin. Le Bas-Saint-Laurent,
vent sous un ciel variable aujourd'hui, mais les flocons arrivent ce soir. C'est la même chose pour la Gaspésie, la Côte-Nord. Plutôt beau aujourd'hui, mais un peu de neige, 1 centimètre ou 2 à partir de ce soir. Cette neige-là ne touchera pas les secteurs à partir de Québec en s'en allant vers Montréal. Il n'y a pas de neige. Et une autre perturbation, si on veut, qui touchera plutôt les provinces de l'Atlantique. Donc, un peu entre 2 bandes de neige pour les régions sud et centre. Territoire ontarien, ça se passe principalement sous le couvert nuageux. On a un peu de soleil du côté d'Ottawa essentiellement ce matin. Les températures légèrement sous zéro. Régime positif pour Toronto-Windsor, c'est du 2 à 4 degrés. Dans l'ouest, ce sera sous la pluie à Vancouver. 11 à peu près dans les normales, mais 20 à 40 mm de pluie jusqu'à ce soir. Dans l'ouest, ici, on y va avec les prairies, Edmonton et Calgary. Flocons, 1 centimètre ou 2 possible vers Edmonton. Calgary, c'est plutôt variable. Il fait doux encore. 9 degrés de ce côté, mais la grande douceur s'en vient à partir de samedi. Des températures qui vont frôler la quinzaine de degrés du côté de l'Alberta. Sud de la Saskatchewan et du Manitoba, c'est sous un ciel variable. C'est du 2 à 5 degrés. Et là aussi, on franchira le cap de la dizaine aux alentours, l'approche du week-end. Donc, des températures beaucoup plus douces à venir. Et cette douceur-là s'en vient sur le sud du Québec. Début de semaine prochaine, c'est pas impossible qu'on ait un 10 degrés, nous aussi. Merci, Véronique. Bonne journée. On va revenir sur les matchs d'hier dans la Ligue nationale de hockey. Jean-François? Oui, tout à fait. Donc, les Maple Leafs de Toronto recevaient les Flyers de Philadelphie, revers de 3-2 en prolongation pour les Maple Leafs. Un 20e but pour William Nylander dans la défaite. C'est une fin de saison difficile pour les Leafs qui sont avant-derniers de la division Atlantique avec 64 points. 4 revers de suite. On aurait peut-être pensé que les Leafs étaient dus pour un regain de vie au retour des Jeux olympiques. Ils jouaient relativement bien avant la pause olympique, mais à ce qu'on peut voir, c'est plutôt une flamme qui vacille actuellement qu'on perçoit du côté de Toronto. Ça ne va pas très bien. Vancouver a perdu 6-1 contre Dallas. Ce soir, Montréal est à San Jose à 22h, heure de l'Est. On pourra voir Macklin Celebrini, un des héros de l'équipe canadienne olympique, le jeune homme de 19 ans contre le Canadien de Montréal. Ottawa à Edmonton, les Sénateurs qui luttent pour une place en série avec 66 points. Ils ont encore de bonnes chances. Oui. Les Oilers qui sont en série dans la division Pacifique avec 66 points. Donc, vous voyez, selon la division, là, ça change si on veut, la valeur des points selon la position. Mais ils sont talonnés par le Mammoth de Utah qui a aussi 66 points, donc rien n'est joué dans ce cas-ci. Dallas à Calgary, Chicago à Winnipeg. Vous savez, on entre dans cette période de l'année où on se dirige vers la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. C'est le 6 mars, c'est vendredi. Il y a toutes sortes de rumeurs qui partent à droite et à gauche, mais selon Darren Dreger, un des informateurs bien placés dans le hockey professionnel, il dit qu'il devrait y avoir plusieurs transactions qui auront lieu avant le 6 mars. Ça a déjà commencé à bouger un peu hier, ça pourrait s'accentuer aujourd'hui. Un des joueurs, disons, les plus convoités, c'est Robert Thomas, le joueur de centre des Blues de Saint-Louis, qui est vraiment peut-être le meilleur joueur de centre qui pourrait changer de formation. Oui. Selon ce qu'on raconte, les Maple Leafs, je vous disais qu'ils n'avaient pas une bonne saison, mais ne seraient pas intéressés à partir sur une reconstruction l'an prochain, malgré leurs difficultés. Ils voudraient tout de suite amorcer un tournant parce qu'ils ont Nylander et Austin Matthews, donc pourraient être intéressés à mettre la main sur Robert Thomas. Et s'ils réussissent à aller chercher Thomas, ben, ça serait un bon coup selon le prix parce que c'est un très, très bon joueur. Et puis, je vous parle rapidement du Brier, également le tournoi, le championnat canadien de curling qui se poursuit à Saint-Jean-Terre-Neuve. La formation de Brad Jacobs, championne olympique de Milan-Cortina, et l'équipe favorite locale de Brad Gouchou. Ces deux équipes sont toujours en tête dans le groupe A avec 4 victoires contre aucune défaite. Dans le groupe B, c'est l'Alberta de Kevin Coe qui domine avec 3 victoires. Équipe Québec a remporté 2 matchs hier, donc se retrouve avec un dossier de 3 victoires, 1 défaite. Ils sont au 4e rang dans le groupe A. Assez bien placé. Québec joue cet après-midi contre l'équipe Canada de Jacobs et les 3 premières équipes de chaque groupe, il y en a 2, A et B, passent directement en match éliminatoire. Il y a 9 formations par groupe. Merci Jean-François. Merci. Coup d'œil sur l'actualité. Tout d'abord, je vais préciser quelque chose. Peut-être que je n'ai pas été assez clair un peu plus tôt. Notre discussion sur le changement d'heure en ouverture d'émission, c'est que la Colombie-Britannique va changer d'heure, comme nous tous, pour revenir à l'heure avancée en fin de semaine prochaine, mais va le rester. Elle ne reviendra plus désormais à l'heure normale à l'automne.
De là, cette question que je posais aux collègues, êtes-vous jaloux de la Colombie-Britannique? On a entendu des oui et des oui mais. Cela dit, tous les journaux ce matin consacrent leur une et plusieurs pages au conflit au Moyen-Orient. Le dossier de la Presse Plus s'intitule « Une guerre longue », point d'interrogation. Et le premier article porte sur la justification de la guerre donnée par Donald Trump hier, qui parlait de menaces intolérables. C'était notre dernière et meilleure chance de frapper ce que nous faisons actuellement, éliminer les menaces intolérables que représente ce régime malade et sinistre, déclarait Donald Trump. C'est ce qu'on retient de ses propos d'hier. Et Benjamin Netanyahou, lui, à Fox News, disait, c'est ce que la presse retient aussi, il fallait agir avant que le programme nucléaire iranien soit intouchable. Des explications qui ne font pas l'unanimité, on le sait, plusieurs contestent les justifications données par Donald Trump. Donald Trump qui a justifié sa guerre également par des objectifs: détruire les capacités de missiles balistiques et la force navale de l'Iran, s'assurer que le pays ne se dote pas de l'arme nucléaire et empêcher Téhéran de soutenir des groupes armés comme le Hezbollah libanais ou le Hamas palestinien. C'est exactement le même angle qu'on retrouve dans le Globe and Mail avec ce titre. Trump, je vous traduis, là, expose les objectifs de la guerre en Iran et prévoit une opération de plusieurs semaines. Jusqu'où pourrait aller l'embrasement? C'est la question qu'on pose dans Le Devoir. Le Devoir décortique la situation avec des experts. Miloud Chenoufi, qui est professeur au Collège des forces canadiennes de Toronto, estime qu'une escalade plus poussée du front libanais, dont on va parler plus en détail aussi avec Aurélie dans un instant, bien une escalade plus poussée du front libanais n'est pas dans l'intérêt de pratiquement personne, à commencer par le gouvernement du Liban. Pour ce qui est des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de Chypre, eh bien, le professeur fait remarquer que l'Iran, oui, mène une offensive, mais contre des bases militaires américaines et non pas contre ces pays eux-mêmes. Stratégie surprenante, selon Pierre Pallavi, qui est lui aussi professeur au Collège des forces armées, parce qu'il dit que quand même, l'Iran court le risque d'aliéner l'ensemble des pays du Conseil de coopération du Golfe, alors même que les relations s'étaient relativement améliorées ces dernières années. Monsieur Pallavi qui dit aussi Chypre, bon là c'est un peu différent, il y a une base britannique qui a été frappée par des drones iraniens, mais pour l'instant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ne sont pas prêts à se lancer dans... En fait, se sont dit prêts à envisager des actions défensives face aux ripostes, mais n'ont pas donné vraiment l'impression qu'elles voulaient aller beaucoup plus loin que ça. D'autres acteurs potentiels comme la Chine et la Russie pourraient ne pas vouloir intervenir directement, dit Sami Aoun, de telle sorte qu'on en vient à se dire il n'y a pas de troisième guerre mondiale à l'horizon. Le spectre d'une troisième guerre mondiale, ça demanderait la participation de plusieurs pays, dont certains dotés de l'arme nucléaire. C'est très loin, selon le professeur Chenoufi. Quant à la possibilité d'une riposte iranienne qui prendrait la forme de frappe directe visant les États-Unis, il s'agit d'un scénario entièrement fictif. L'Iran n'a pas la capacité militaire pour ce faire. À la une du New York Times, une analyse du correspondant à la Maison-Blanche. En s'engageant dans un conflit au Moyen-Orient, Donald Trump met sa présidence en jeu. Il prend le plus grand risque de sa présidence en mettant en péril la vie des soldats américains, davantage de morts et d'instabilité dans la région. Il met en péril sa propre politique. Lui qui avait dit 1 an avant d'entrer en fonction pour son deuxième mandat qu'il n'allait pas déclencher de guerre, il allait y mettre fin. Mais voici qu'il a autorisé, depuis son entrée en fonction, des interventions militaires dans 7 pays, en à peine 1 an. Confronté à sa baisse de popularité, à la possibilité que les républicains perdent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat, Donald Trump plonge donc les États-Unis dans une guerre. Ça pourrait se compliquer pour lui, d'autant plus que si le conflit dégénère, là, les candidats républicains pourraient vouloir prendre leur distance. Et puis, le Journal de Montréal nous parle à la une de ces Québécois coincés au Moyen-Orient, Liban, Israël, Qatar, Émirats arabes unis, Iran. Et ils disent avoir de la difficulté à obtenir de l'aide des services consulaires du gouvernement canadien qui est débordé. Voilà. Maintenant, je vous disais qu'on allait parler davantage de la situation avec Aurélie Girard. C'est qu'au cours de la nuit, là, c'est le jour 4 de la guerre en Iran, mais le conflit quand même là, se répercute sur l'ensemble de la région. Au cours de la nuit, l'armée israélienne a annoncé mener des frappes simultanées sur Téhéran, capitale et
Oui, ben c'est ça, exactement. Beyrouth, capitale du Liban. Aurélie va nous parler. Aurélie, en fait, vous allez nous parler du ministre israélien de la Défense qui a annoncé avoir autorisé son armée à prendre le contrôle de nouvelles positions au Liban. Exactement. Le Liban où Israël mène effectivement une campagne de frappe en parallèle à la guerre contre l'Iran. Vous l'avez dit, là, vous venez tout juste de le dire. Et donc voilà, un peu plus tôt cette nuit, le premier ministre du pays d'Israël, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Israël Katz, ont tous deux autorisé leur armée à, je cite, avancer et prendre le contrôle de positions stratégiques supplémentaires au Liban. L'objectif, d'après Tsahal, c'est donc d'empêcher les attaques sur les localités israéliennes frontalières, déployer une mesure tactique. Il s'agirait en quelque sorte d'une opération préventive, si on veut. Et Israël, par ailleurs, dément en quelque sorte qu'il s'agisse d'une opération terrestre, même s'il y a des soldats qui ont été déployés là, en plusieurs points supplémentaires dans le lieu qu'on appelle la zone frontalière qui se trouve là, au sud du Liban. Les frappes se poursuivent aussi en Iran. Exactement, parce qu'Israël l'a bien spécifié, il cible simultanément les deux fronts actuellement. D'ailleurs, il y a des explosions qui ont été entendues très tôt ce matin là, dans plusieurs quartiers de Téhéran par des journalistes. Et on a aussi obtenu là, de la part du Croissant Rouge iranien au cours de la dernière heure le nombre de victimes. Et en Iran, là, il y a 787 personnes qui ont été tuées. Hier, on se rappelle, là, à la même heure, c'était 555. Donc, suite tout ça là, aux attaques d'Israël, des États-Unis qui sont survenues dès le début dans la nuit de vendredi à samedi, je le rappelle. Et d'ailleurs, hier, dans le cadre d'une conférence de presse, le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a précisé l'objectif avoué de son pays, celui de complètement désarmer l'Iran parce que le pays représenterait pour eux une menace imminente. Pourtant, là, d'après certains experts, la réalité est un petit peu différente. Voici à ce propos le professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, Thomas Junot. La menace imminente, telle qu'elle a été définie par le président Trump et par certains de ses ministres, c'est faux. Tout simplement. Premièrement, la menace des missiles balistiques, c'est vrai que l'Iran représente une menace importante pour ses voisins arabes, Israël, au niveau de ses missiles balistiques de courte et de moyenne portée. L'Iran peut rejoindre le sud-est de l'Europe, mais l'Iran n'a même pas les capacités de se rendre à Paris et à Londres, et encore moins la capacité de missiles balistiques intercontinentaux, donc 10 000 km plus ou moins, capables de frapper les États-Unis. Et puis l'Iran aussi a continué ses frappes. Les gardiens de la Révolution ont annoncé en avoir fait contre une base aérienne américaine à Bahreïn. Des drones iraniens ont aussi visé un port à Oman et les États-Unis ont annoncé qu'ils fermaient 2 ambassades, l'une à Riyad et l'autre au Koweït. Merci Aurélie, on va se reparler plus tard, mais ce qu'on comprend donc, c'est qu'il y a un risque d'embrasement dans la région quand même. Exactement, parce que tous les pays, en quelque sorte, là, estiment qu'ils sont légitimes d'agir de la manière qu'ils le font à l'heure actuelle. Merci Aurélie. Je vous en prie. On le disait un peu plus tôt, Sting, qui a annoncé des nouvelles dates de spectacle au Canada, Marie-Michel. Oui, l'auteur-compositeur-interprète de 74 ans ajoute Montréal et Vancouver à sa liste canadienne de la tournée Sting 3.0. Il s'était arrêté déjà quelques soirs à Toronto en septembre. Ça avait fait donc bien des jaloux, mais voilà que le public pourra le voir d'abord au Queen Elizabeth Theatre les 5 et 6 octobre, donc à Vancouver, et puis au Théâtre Saint-Denis les 26-27 octobre, sur la même scène là, pour la petite histoire où il avait offert avec son groupe de Police le premier concert montréalais de l'histoire là, du groupe. C'était il y a 50 ans. C'était au Théâtre Saint-Denis. Alors, le voici de retour sur cette scène. Les billets prévente jeudi et puis vente générale qui va débuter vendredi matin sur le site sting.com. Chanteur qui va proposer une formule intimiste. Il est accompagné par le guitariste et collaborateur de longue date Dominic Miller, également batteur Chris Mass, batteur du Luxembourg, qui a accompagné des noms comme le groupe Mumford & Sons, la chanteuse américaine Maggie Rogers, le musicien australien Matt Corby. Oui. Donc, le trio qui va offrir des réinterprétations de grands succès, de chansons moins connues aussi là, du répertoire de Sting. Une pierre de mémoire. Il m'avait fait promettre de te la donner si tu décidais un jour de devenir astromagicienne. J'ai
tout compris. Je suis prête. Extrait de la bande-annonce du film Lydia et le vaisseau des tempêtes. Un film animé québécois, c'est en salle pour ceux-là qui auraient envie d'un petit cinéma cette semaine pour la semaine de relâche. Pourquoi pas opter pour ce film québécois avec les enfants ou petits-enfants. Un film qui nous plonge dans l'univers des livres Le vaisseau des tempêtes et Le prince des glaces, des livres fantastiques de l'écrivain Yves Ménard. Et on y suit Lydia, 11 ans, qui part dans la mer de brume pour retrouver son grand frère qui a été enlevé par l'envoûteur. Lydia qui va devenir, là, au fil de cette quête, l'apprentie d'une astro-magicienne, comme on l'entendait, à la recherche d'enfants disparus, lorsqu'elle va trouver refuge sur un voilier volant. Donc, il y a de quoi, là, vous entendez titiller l'imaginaire des plus jeunes. Pour les yeux aussi, c'est un plaisir. Les personnages bien faits, la coloration très intéressante. C'est un film qui est produit par 10e Avenue Productions, qui sont derrière, entre autres, Katak et Félix et le trésor de Morga. Et puis, c'est l'actrice Sophie Nélis qui prête sa voix au personnage de Lydia. Bien, c'est une belle sortie en famille, ça, Lydia et le vaisseau des tempêtes. Et puis, vous avez une sélection musicale à nous proposer pour nous mettre dans l'ambiance de cette éclipse lunaire totale dont parlait Véronique un peu plus tôt. Ben oui, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Écouter une pièce qui parle de la Lune tout en la regardant tout à l'heure. Oui. Ça a été difficile parce que je pensais qu'il y en aurait quelques-unes et puis bon, ça serait ça. Mais quand on se met le doigt là-dedans, là, il a fallu faire des choix. Et puis, puisqu'on parlait de Sting il y a quelques instants, en l'honneur de sa revenue au Canada dans les prochains mois, une chanson du groupe The Police qui évoque la Lune, mais comme une métaphore de ce sentiment amoureux là, dans les débuts. On a l'impression d'être en apesanteur. Une pièce de 1979 qui figure sur le deuxième opus du groupe Regatta de Blanc, Walking on the Moon. C'est incontournable. Ah oui, un petit brin de nostalgie, pourquoi pas. Oui. Un autre incontournable pour les amoureux, une chanson écrite en 1954, Bart Howard qui l'a écrite, qui s'appelait à l'époque In Other Words. Peut-être que déjà ça vous sonne une cloche, qui est devenu un standard jazz, mais surtout popularisé par Frank Sinatra en 1964, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Et voilà, peut-être popularisé maintenant par votre interprétation, Jean-Sébastien. Oui, puis quoi d'autre, finalement? Ben, je vais pousser le concept, là, aller jusqu'au bout avec, pour les amateurs de Pink Floyd, album, concept, Dark Side of the Moon, 8e album du groupe britannique. On ne jouera pas Money, là, la très populaire. On va aller conceptuellement parlant. Dernier titre de l'album, Eclipse. Eh bien, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Il y avait Moon River aussi. Et La plein Lune, d'autres Isabelle chansons. Boulay, si vous voulez une chanson québécoise. Voilà, exactement. Merci beaucoup. On a lancé la journée. On vous la souhaite excellente sur toutes nos plateformes. On espère vous retrouver demain. Voilà, pour À la Une.